Bonjour à tous. À chaque fois que j'ai raconté mon histoire professionnelle et les presque 1 million de chiffre d'affaires que j'ai réussi à générer au bout d'à peine 3 ans d'existence, sans aucun apport, sans aucun prêt à la banque, sans, financement, via, quelque hedge fund que ce soit, hem, on m'a toujours dit: «Mais comment tu as fait? C'est pas possible». Et la réponse que j'ai donnée, a quasi totalement surpris toutes les personnes à qui j'ai raconté mon histoire. Donc, restez jusqu'à la fin et vous saurez comment j'ai fait pour arriver à 1 million de chiffre d'affaires en à peine 3 ans sans aucun financement et pourquoi ça a un lien aussi important avec notre situation actuelle et le fait que je vous demande de l'aide pour notre chantier solidaire pour construire notre maison provisoire. Avant de vous raconter et de vous révéler comment j'ai fait, pour que vous compreniez, comment ça marche, je dois vous raconter un peu mon histoire et d'où je viens. Il faut savoir que, à titre personnel, je pars de quasiment rien. Je ne suis pas une fille d'eux, je n'ai pas hérité, je n'avais pas hérité de quoi que ce soit. Je Mes grands-parents et mes parents étaient des gens très humbles. Donc, mon papa, se voulait, être boulanger, mais il n'avait pas vraiment fini sa formation. Puis, il a commencé à cultiver, les champs. Hem, Mes grands-parents, étaient de simples employés. Mon grand-père employé des postes, ma grand-mère, assistante, de vie, enfin, comment on appelle ça? Aide-soignante, voilà, à l'hôpital et heu et de l'autre côté, bah, ma maman, voilà, elle avait fait quelques études, mais elle avait jamais, eu vraiment de métier. Ses parents, bah, c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, rien du tout et je ne suis pas enfin, je suis née dans une ville qui s'appelle Toulon et on habitait dans une espèce de cité. Alors, mes grands-parents, ayant dû revenir en France, à cause de la guerre d'Algérie, ils ont été stockés, dans différents endroits qui avaient été construits, pour, accueillir, toute cette population qui n'avait pas où vivre, en quittant le l'Algérie, pendant la décolonisation. Et donc on était plus ou moins parqués et jusqu'à se terminer dans un bâtiment, alors qui n'était pas à l'intérieur de la cité, qui était juste à côté, mais qui était un peu en décalage, donc on était, un peu plus protégés, que les gens qui étaient vraiment au centre, de la cité et un peu plus tard, parce qu'il y a eu des constructions entre, nos bâtiments et le cœur de la cité, eh bien on a été isolés et donc voilà, on peut pas dire qu'après c'était vraiment une cité. Mais c'était quand même un quartier très populaire, qui, mixait toutes les religions, toutes les provenances, toutes les couleurs. Donc j'ai eu la chance, de grandir dans un endroit où, pour nous, on était tous des citoyens du monde et il n'y avait pas de question de discrimination ou de différence, on va dire, au regard de la religion, de la culture ou de la couleur de peau. Donc déjà, ça, c'était plutôt pas mal. Après, il y avait d'autres discriminations, notamment par rapport, au poids, hein, voilà, donc mais bon, ça c'est sûr ou à la situation sociale, mais ça, c'est une autre histoire. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, enfin, l'école, ça a été difficile pour moi. Ça a été très dur jusqu'à ce que je rentre à l'université. J'ai redoublé 1, 2, 3 fois. Il y a même un moment en terminale où j'ai failli, craquer, et tout abandonner. Mais on va dire, j'avais, des grands-parents et des parents adoptifs puisque malheureusement, mes parents de naissance, ma maman s'étant suicidée et mon père étant, pas très fiable, j'ai mes grands-parents m'ayant recueillie dans un premier temps, hem, étaient très âgés et donc il leur fallait, on va dire un support, un soutien et j'ai eu une chance extraordinaire, ce que j'appelle mon premier miracle, c'est que nos voisins italiens, ne pouvant pas avoir d'enfants, m'ont pris sous leur aile, et m'ont permis de grandir et d'avoir des références, maternelles et paternelles, qui m'ont, je pense, en grande partie sauvée. Mais eux aussi, venaient, comment dire? D'un niveau social très, 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 très bas. Ils étaient enfants, de fermiers italiens. Mon papa adoptif, avait été en apprentissage
charpentier menuisier et ma maman adoptive en apprentissage de couture. Et tous les 2 travaillaient, dans leur domaine, avec la particularité que mon papa adoptif étant tombé en fait, d'une construction, lors de son travail, était, invalide, et ne pouvait plus travailler. Voilà. Donc ça, c'est, mes origines. Mais bon, les 2, mes grands-parents et mes parents adoptifs ne voulaient pas que j'aie la même vie qu'eux parce qu'ils avaient énormément galéré. Donc ils nous ont poussés, particulièrement moi et mon cousin plus âgé, que je considère presque comme un frère aîné. Ils nous ont poussés à toujours essayer, de trouver un moyen de beaucoup étudier pour, on va dire avoir une situation plus stable que la leur. Moi, on m'a dit, très souvent qu'il fallait que je sois fonctionnaire, voilà, donc enseignant pour eux, c'était, une voie acceptable. Donc malgré les grosses galères, malgré les crises d'adolescence, et cetera, j'ai quand même persévéré et malgré les difficultés que j'ai eues à l'école, j'ai enfin eu mon bac, S et ce qui m'a ouvert la porte de l'université et à l'université, c'était, beaucoup mieux parce que la façon dont on enseignait était totalement différente et elle correspondait beaucoup plus à mes capacités. Moi, maintenant je le sais, hein, je suis, voilà, j'ai des spécificités, neurologiques, je suis neurodivergente, qui faisaient que j'étais pas du tout adaptée, au parcours scolaire normal, mais un parcours scolaire beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant, me convenait beaucoup mieux et donc l'université, c'est là où j'ai réussi à débloquer, mon potentiel et donc finalement à avoir, un bac+5 dans un domaine qui était vraiment très porteur. Et donc ça, c'est de là où je viens. Ensuite, pour valider mon bac+5, il fallait que je fasse un stage et ce stage, je l'ai fait dans l'industrie pharmaceutique et ça s'est très bien passé dans une entreprise qui était vraiment très bien, à Paris, qui s'appelait Abbott et c'était vraiment une de ces entreprises, qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est-à-dire qui était vraiment focalisée sur, le client, sur ce qu'elle pouvait apporter au client, sur le bien-être de ses employés, enfin il y avait les valeurs qui étaient affichées sur, le site internet, c'était pas juste de la communication, c'était vraiment porté et ancré par les travailleurs, de l'organisation du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle. C'était vraiment tout le monde, les managers, les directeurs et cetera. Tout était cohérent et c'était vraiment, une très belle entreprise et moi qui, n'étais pas tout à fait, contente ou prête, enfin, j'avais pas une très bonne opinion de l'industrie pharmaceutique, et donc mais comme il fallait que je fasse un stage et que c'était le stage le mieux rémunéré que j'avais trouvé, donc du coup, j'y suis allée et en fait, ça s'est tellement bien passé, que j'ai gravi les échelons très, très vite. Je suis passée de chef de projet, à manager de comment dire? De programme, puis, responsable d'un département. Mais voilà, la dure réalité du capitalisme libéral, est passée par là et les fonds activistes américains sont arrivés au capital de l'entreprise et ils ont réussi à détruire l'une des plus belles, entreprises, que j'ai connues, hem à la vider de toute son essence et comme, nous étions quelques résistants dans l'entreprise à vouloir garder, la culture de bienveillance, qu'on avait au sein de l'entreprise et que ça leur plaisait pas parce qu'il fallait absolument qu'ils rationalisent à fond pour pouvoir dégager des marges et pour pouvoir augmenter, les rendements de l'action donc et bien, toutes les personnes qui étaient, dissidentes, qui n'étaient pas, on va dire, dans le moule, ont été sorties, de façon plus ou moins, facile, et de façon plus ou moins juste, voilà, plus ou moins, délicate, enfin voilà. Donc moi je fais partie de ceux qui ont été, licenciés, pour raisons vraiment très bizarres, puisque je venais d'avoir, des awards, puisque ce que je faisais, plaisait énormément aussi bien à la filiale française qu'européenne que, à l'entreprise américaine, donc globale, mondiale et donc je venais d'avoir 2 awards, un award européen, un President Award mondial, chose qui se donnait qu'à 80 enfin qu'à 10 personnes pour l'européen, à 10 personnes sur toute l'Europe et pour, le mondial à 80 personnes sur le monde entier, sachant qu'on était 85 000 employés. 6 mois après, on me dit que, je n'étais pas adéquate au poste. Donc c'était quand même, vachement bizarre, hein, voilà. Mais bon, donc du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de quitter et de me trouver un autre travail. Sauf que les lois, de Macron étant passées par là, eh bien, c'était de
plus en plus facile de licencier et de moins en moins facile de trouver un emploi, même quand on avait, des professions qui étaient très recherchées. Et entre-temps, comme les grandes écoles, ont vu le filon de mon cursus, eh bien, elles ont commencé, elles aussi, à se mettre au digital, et alors que je faisais partie des premières diplômées et donc il y en avait pas assez sur le marché, donc j'ai eu beaucoup de chance, de monter, digital, numérique, transformation, agile et cetera. Eh bien, le temps, que je fasse mon petit chemin, de nombreux autres profils, digitaux sont sortis de grandes écoles et comme les grosses entreprises privilégient toujours, des tampons, des labels type HEC, ESSEC, école de grands ingénieurs et cetera. Ben, moi, mon petit diplôme d'université, du sud, ça fonctionnait pas trop bien, voilà. Et entre-temps, il y avait eu énormément de boîtes de com, qui s'étaient mises au digital et du coup qui avaient fait monter des profils soi-disant très, digitalisés, numériques et cetera, mais qui n'avaient pas du tout, du tout le background universitaire, tout le background de chercheurs, donc qu'on avait à l'université et qui ont commencé à faire n'importe quoi en fait avec ces transformations digitales et agiles, à les utiliser uniquement pour faire, du chiffre, pour, automatiser, pour, employer moins de personnes et cetera, alors qu'initialement, c'était pas du tout la philosophie. Donc face à ça, j'ai cherché un autre emploi, puis j'ai failli trouver un nouveau CDI chez Takeda, une autre grosse entreprise, pharma, et qui avait quand même quelques valeurs parce que c'est des valeurs à la japonaise qui me conviennent très bien à moi et donc j'étais très contente. Sauf que malheureusement, à nouveau blocage, blocage on va dire interne, au système. En définitive, ils voulaient plus me prendre en CDI, mais ils m'ont proposé de me prendre comme, indépendante, donc auto-entrepreneur, quoi, voilà. Donc la nouvelle façon de travailler en France grâce à Macron. Voilà, donc Macron et son prédécesseur Hollande. Donc la précarisation absolue, de la du travail, qui fait que, certes on cotise enfin en termes de taxes et de pourcentage, c'est un peu moins que enfin, c'est moitié moins que ce qu'on paye quand on est salarié, mais en même temps au niveau de la protection, c'est, 100 fois moins que ce qu'on a quand on est salarié. Donc c'est même pas la peine de penser avoir une retraite ou c'est même pas la peine de penser avoir, des assurances, contre, les problèmes de la vie ou les problèmes du travail qui soient suffisamment, sécurisantes quand on est, auto-entrepreneur. Donc comme je voulais pas être dans cette galère-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une entreprise, une SASU, donc une société, anonyme mais, unipersonnelle. Et l'avantage, de ça, c'est que, je pouvais être considérée comme employée, c'est-à-dire j'étais patron, avec un statut d'employé. Donc j'avais alors c'est pas exactement employé, ça c'est pas aussi bien protégé qu'un employé, mais ça permettait de cotiser quand même pas mal de choses pour avoir quand même des garanties très proches des employés. Donc, heu, donc j'ai créé ma boîte et je suis rentrée, comme si j'étais en CDI, chez Takeda et j'ai commencé à travailler. Voilà, tout simplement, et puis là, figurez-vous qu'un besoin s'est créé et comme, j'avais l'expérience, de ce que j'avais déjà apporté chez Abbott, qui s'est transformé en Appvi, dans mode de management de la transformation qui a vraiment très bien fonctionné. Parce que là où, les nouveaux managers qui arrivaient de grandes écoles arrivaient à avoir tout juste 20-30 d'adoption au changement, moi j'en étais à 80 d'adoption au changement. Tout simplement parce que, je faisais attention de façon bienveillante aux gens et que je construisais le projet de transformation avec les employés et pas contre les employés. Et on arrivait au même résultat, mais avec un engagement beaucoup plus fort et voire même un résultat, c'est même pas au même résultat, je dis des conneries, c'est un meilleur résultat parce que en fait, d'un point de vue chiffre, on arrivait au même résultat, mais d'un point de vue humain, sans la casse et sans la perte humaine qu'il pouvait y avoir avec les autres. Donc avec une très forte valeur ajoutée, qui était qu'on libérait du temps humain pour que ce temps humain se focalise sur la qualité plutôt que sur la quantité, ce qui faisait que ça donnait des productions et un management beaucoup plus qualitatif et donc ça augmentait la valeur des produits. Donc ça fonctionnait très, très bien et donc grâce à ce principe-là, j'ai, tout de suite compris que Takeda aussi allait le vouloir, au niveau de la filiale, mais aussi au niveau de l'Europe et voire même au niveau mondial. Donc j'ai tout de suite proposé, des modèles, que j'ai donnés à ces gens-là et ces gens-là mais j'ai dit: «Mais moi toute seule, je peux pas. Ce sont des modèles qui sont
trop important pour être fait par une seule personne. Mais comme ils ne pouvaient pas embaucher de personne, parce que toujours pareil avec, la financiarisation des entreprises, la réduction des coûts, et cetera. Donc, ils m'ont demandé: «Bah, écoute, si tu embauches des personnes dans ton entreprise, bah, elles travailleront avec toi pour nous». Donc, dès, les 6 premiers mois, 8 premiers mois, on m'a tout de suite demandé d'embaucher une personne, puis 2, puis 3 et au bout du compte, je suis arrivée à mettre en place des comment dire? À embaucher, des personnes qui étaient quasiment aussi qualifiées que moi ou que j'ai fait former à des formations équivalentes à ce que moi je pouvais avoir pour qu'ils puissent faire le même travail que moi. Et donc ils ont eu les compétences qu'il fallait pour faire, ce que je proposais. Et ça a tellement plu que, bah, du coup, de contrat français, je suis passée en contrat européen, en contrat pour d'autres pays de l'Europe et en contrat pour l'AREA, pour l'aire européenne, la région européenne et Canada et du coup, bah, avec, la mise à disposition d'environ 5 profils, bah, au fur et à mesure, je suis arrivée au bout de 3 ans à 1 million de chiffre d'affaires. Mais c'est pas la seule raison. Pourquoi j'en suis arrivée là? Et c'est le fameux secret, qui fait que j'en suis arrivée là, c'est que je comptais pas mes heures et je comptais pas mes heures et je travaillais à peu près 100 heures par semaine, entre 70 et 100 heures par semaine. Quand je partais en vacances, je travaillais, pendant que mon mari et mon fils, allaient à la piscine, à la plage, dans les campings ou dans les trucs où on allait. Moi, j'étais au bungalow, en train de taper, de faire mes vidéoconférences et cetera. Donc je travaillais les week-ends aussi puisque pour faire 100 heures, bah, allez-y le faire sans travailler les week-ends. Donc pendant 3 ans, pour pouvoir à la fois travailler pour mes clients, puisqu'après j'ai eu d'autres clients que Takeda, mais aussi pour pouvoir gérer et manager, mes employés et l'entreprise, j'étais obligée de travailler comme une malade. Donc, résultat des courses, je me suis tuée à la tâche. J'ai fini par tomber dans les escaliers d'une grande tour de la Défense, parce qu'il fallait courir de réunion en réunion, que ce jour-là, les ascenseurs ne fonctionnaient pas très bien et que j'étais déjà en retard pour la prochaine réunion. J'ai pris les escaliers de secours et tellement épuisée, fatiguée, je suis tombée dans les escaliers, j'ai basculé, tête la première, j'ai tapé ma tête contre, enfin, j'ai basculé, par le je sais plus comment on appelle ça là, au-dessus des escaliers, tête la première. J'ai eu un gros trauma crânien et je me suis cassé, le poignet droit. J'avais la main à l'envers comme ça. Dans mon malheur, j'ai eu une chance incroyable, c'est que comme j'étais dans l'industrie pharmaceutique, j'avais 3 médecins qui étaient directement là, juste après qui ont fait, tout de suite le nécessaire. J'ai été, très vite prise en charge, très vite hospitalisée, et bon, même si c'est pas parfait le résultat, il n'empêche que ça aurait pu être bien plus grave et sur ce coup-là, merci aux médecins qui étaient là. Si vous vous reconnaissez, je vous fais des gros bisous, parce que j'aurais pu mourir ce jour-là. Et donc voilà, le secret des 1 million de chiffre d'affaires que j'ai fait juste avant, d'avoir failli perdre ma vie, c'est, que je me suis tuée à la tâche, et que le fameux, rêve, on va dire gagner, son argent, en étant, self-sufficient, heu et en n'ayant recours à rien qu'à soi-même, le mérite et patin couffin, en fait, c'est que du pipeau. Pour vous expliquer les choses, pendant très longtemps, j'y ai cru. Pourquoi? Parce que, tout ça, c'était grâce à moi. Même si c'était très difficile à l'école, j'ai quand même bossé, j'ai quand même continué, je me suis acharnée, j'ai persévéré, j'ai réussi à aller à l'université. À l'université, j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai financé moi-même mes études et grâce à mon mari, parce que ma famille n'avait pas les moyens de me payer les études, donc je travaillais en même temps que j'allais à l'université. Puis j'ai fait un stage dans lequel, j'ai fait de mon mieux, j'ai travaillé énormément pour être pris en CDD, puis en CDI, puis pour montrer ma valeur, moi qui n'avais pas fait de grande école. Puis ensuite, quand je me suis fait virer, j'ai monté ma boîte. Alors, dans l'adversité, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé, j'ai bossé pour avoir des clients, pour pouvoir avoir j'ai bossé, 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 bossé et résultat des courses, j'ai perdu à cause de cet accident, pratiquement, 6 ans de ma vie. J'ai quasiment pas vu mon fils grandir. Heu, Quand, je me suis cassé la figure, et bien, comme j'avais 5 employés et que j'avais perdu 6 mois, de mémoire, j'ai eu beaucoup de problèmes, pour continuer à gérer l'entreprise. Donc comme c'était moi, ce qu'on appelle l'homme clé, la femme clé, qui avait toute la technologie, toutes les techniques, tout le savoir, toutes les compétences et tout le réseau pour faire fonctionner l'entreprise, eh ben ça n'a pas fonctionné puisque je n'avais pas,
d'assurance, qu'on appelle Homme Clé, qui est une assurance qu'on prend en plus et que faut venir vraiment faut être fils d'eux ou venir de grande école pour savoir qu'il faut prendre qu'une assurance professionnelle, c'est pas suffisant à protéger ton entreprise. Donc et bah, du coup, bah, sans moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas aussi bien marché, et malgré le fait que j'étais, convalescente, que j'étais, accidentée, il a fallu quand même que je continue à travailler jusqu'au moment où là, c'est pas le corps qui a lâché, mais c'est carrément l'esprit. Parce qu'à vouloir trop demander, à mon corps et à mon esprit, et beh, j'ai été à 2 doigts de ne plus du tout exister. La première fois par accident, la deuxième fois, par pétage de câble. Donc et j'ai eu encore énormément de chance, d'avoir embauché des employés en en qui j'avais une totale confiance et que j'aimais énormément et qui m'aimait beaucoup en retour. Parce que sans, la bienveillance d'une de mes employées, Tracy, à qui je fais de gros bisous, bah, je crois que ce jour-là, si elle avait pas été là et si ça avait pas été: «Allez, on va à l'hôpital», je crois que je ne serais plus là. Voilà, donc je remercie, ces gens-là et sauf que, bah, là, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu maintenir l'activité alors que je ne pouvais plus travailler et que, mes employés ne pouvaient pas gérer la situation. Bah, il a fallu gérer l'arrêt de l'activité. Donc et pour gérer l'arrêt de l'activité et bien, tout l'argent que j'avais un peu gagné grâce à tout ça, parce que les 1 000 000 c'était 1 000 000 de chiffre d'affaires, je ne me les donnais pas ces 1 000 000. Je les réinvestissais dans l'entreprise sachant que je gagnais le même salaire que mon employé la mieux payée. Je ne me suis jamais surpayée. Donc, eh bien, pour pouvoir faire que tous mes employés retrouvent du travail, qu'ils puissent s'en sortir plus ou moins en arrêtant l'entreprise, eh bien, j'ai tenu le plus longtemps possible sur mes économies et sur les économies de l'entreprise pour leur payer leur salaire, le temps qu'ils trouvent autre chose à faire, le temps qu'ils trouvent une autre situation. Après dans l'histoire, il y a le positif et le négatif. Le négatif, c'est que, bah, dans l'histoire, on était 7 à la fin. Sur les 7, il y en avait 3 qui étaient pas aussi gentils que ce que j'avais cru au départ et qui ont fait des choses pas très cool, mais bon, en même temps, je leur en veux absolument pas après le recul parce que face à une situation comme celle-là, quand on voit, toute l'entreprise enfin, quand on voit son patron, à l'hôpital, tout le temps, eux laissés, en libre roue, et sans les outils pour le faire, je peux comprendre que certains aient pris peur et ils aient essayé de se sécuriser. Donc, aujourd'hui, maintenant, je leur en veux absolument plus. Mais à l'époque, j'avoue que ça m'avait blessée, mais aussi c'est parce que j'étais vraiment très fatiguée et j'étais choquée, j'étais traumatisée par ce qui s'était passé et donc on peut tout à fait comprendre, que ce n'était pas le bon choix. Donc voilà et résultat des courses, en définitive, comme j'ai été traumatisée, que je pouvais plus travailler, que j'étais fatiguée, on a décidé de venir s'installer en Normandie avec plus rien puisque j'avais liquidé toutes mes économies en liquidant mon entreprise, et on a choisi ici, Figferéquinville, parce qu'on est tombé amoureux de cet endroit et on a voulu, construire notre maison ici, mais sans plus aucun apport financier. Donc aujourd'hui, nous devons quitter notre logement à cause de la mérule. Comme il n'y a pas de location parce que tout le monde ici fait des Airbnb plutôt que des locations, eh ben, on construit notre petite maison avec nos petits moyens et on a besoin de votre aide pour enfin pouvoir nous loger concrètement. Merci de m'avoir écouté. Bisous.